Nous voici arrivés dans la dernière vidéo de ce module. Dans ce dernier chapitre, je vais vous présenter quelques bonnes pratiques à suivre lorsque l'on veut utiliser Git dans un projet collaboratif. Et donc on va commencer tout de suite par pourquoi ces guidelines. Eh bien, ces guidelines, eh bien, elles sont considérées comme étant des bonnes pratiques, elles sont assez bien répandues dans la communauté qui utilise Git, même si certaines pratiques peuvent différer d'une entreprise à l'autre. Donc les opinions peuvent différer. Ce sont des bonnes pratiques aussi de manière générale, c'est-à-dire que même si vous utilisez un autre système de gestion de version que SVN et que Git, eh bien, suivre ces bonnes pratiques va souvent être une bonne chose de toute façon, même si ce n'est pas un projet avec Git. Alors, pourquoi suivre ces bonnes pratiques? Eh bien, tout simplement parce que quand vous travaillez sur un projet en commun, comme par exemple le projet de C pour les étudiants en E2I, eh bien, respecter ces bonnes pratiques va vous faciliter la vie en tant qu'utilisateur. Ce que je n'ai pas dit précédemment, c'est que Git fonctionne effectivement sur une machine tout seul, donc même quand vous avez un projet à faire sans avoir besoin de collaborer dessus, eh bien, utiliser Git sera une bonne pratique aussi, puisque ça va vous permettre de versionner votre projet et donc de pouvoir revenir dans des anciennes versions, de pouvoir éventuellement uploader facilement sur un serveur distant pour conserver, archiver votre projet autre part que sur votre machine. Donc même pour un projet pour lequel vous seriez tout seul, utiliser Git est une bonne pratique en soi. Donc, respecter ces consignes vous rendra la vie de développeur plus facile. Elle facilitera également la vie des gens qui travaillent avec vous, puisque si vous les respectez, eh bien, ce sera beaucoup plus facile de récupérer votre travail et d'interagir avec vous. Si vous ne respectez pas ces consignes, il y a fort à parier que vos collaborateurs vous détestent un petit peu au bout d'un moment, parce que vous feriez globalement des choses qui ne leur facilitent pas la vie. Et enfin, pour les étudiants en E2I, eh bien, ces bonnes pratiques sont importantes à respecter, puisque dans les projets, et notamment dans le projet de programmation en langage C au deuxième semestre de la troisième année, eh bien, si vous ne respectez pas ces consignes, vous perdrez un certain nombre de points sur le projet. Alors, première recommandation, première bonne pratique, c'est de committer souvent et de committer petit. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va créer une nouvelle version, eh bien, il faut éviter de faire des gros commits avec des milliers de lignes de code, voire même des centaines de lignes de code. Un commit doit toujours pouvoir s'expliquer facilement, c'est-à-dire, par exemple, je corrige tel bug, ou j'apporte telle nouvelle fonctionnalité, ce genre de choses. Si on commence à devoir dire plein de choses pour décrire à quoi correspond la nouvelle version, par exemple, j'ai corrigé un bug là, j'ai corrigé un bug là, puis j'ai rajouté telle fonctionnalité, eh bien, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus compliqué à expliquer, et c'est une mauvaise chose. Alors, pourquoi c'est une mauvaise chose? Déjà parce que ça va être beaucoup plus difficile de comprendre ce qui a été fait dans un commit, pour les gens qui vont travailler avec vous, parce que ça va être beaucoup plus difficile de trouver le commit à l'origine d'un problème. Typiquement, vous saviez qu'une fonctionnalité marchait dans une version précédente, vous avez eu 15 nouvelles versions créées depuis. Si ces 15 versions comportent chacune quelques centaines de lignes de code, et ont pour objectif chacune de corriger des bugs, d'ajouter des nouvelles features, etc., eh bien, aller trouver dans l'ensemble de ces versions qui ont été créées laquelle est celle qui a introduit le problème va être compliqué. Alors que si chaque nouvelle version ne comporte que peut-être quelques dizaines de lignes de code, ou en tout cas ne comporte des lignes de code que pour répondre à une problématique précise, comme corriger un bug, ou créer une nouvelle fonctionnalité, eh bien ça va être beaucoup plus facile d'aller identifier la nouvelle version fautive, le commit fautif, qui a introduit un bug dans le code. Et puisque le commit est petit, eh bien on pourra utiliser des commandes particulières, comme git revert, qui permettent d'annuler les modifications qui ont été faites dans ce commit. Encore une fois, si on avait un gros commit, on se retrouverait à annuler plein de choses d'un coup. On va peut-être corriger notre bug, mais on va également enlever plein d'autres choses qui n'avaient peut-être pas besoin d'être enlevées. Alors que si les commits sont assez petits, eh bien on va peut-être pouvoir rapidement corriger le bug en faisant le git revert en annulant un commit, et on pourra redévelopper une petite fonctionnalité éventuellement qui aurait été perdue en annulant ce commit. Donc par exemple, si Bob commit à la fois ses fichiers pour faire la gestion des graphes et son algorithme de Dijkstra dans un seul commit, eh bien c'est une mauvaise pratique, puisqu'il y a une structure de données et en même temps un algorithme qui utilise cette structure de données dans un seul commit, ce qui est beaucoup trop. A contrario, si Bob fait deux commits, un premier pour sa structure de graphe et un deuxième pour son Dijkstra, eh bien c'est déjà beaucoup mieux.
Une deuxième guideline importante, c'est écrire des commentaires informatifs. Les commentaires qui sont associés à chaque commit, à chaque nouvelle version, doivent refléter ce à quoi correspondent les modifications faites dans cette version. C'est très important parce que ça va permettre aux autres personnes qui travaillent avec vous eh bien, de comprendre ce qui a été fait. Et encore une fois, dans le cas où il y a des bugs, eh bien, si mon bug apparaît par exemple dans le code de mes graphes, ou si j'ai un bug dans mes graphes, eh bien si je ne vais lire les commits que des versions qui annoncent avoir modifié les graphes dans leurs commentaires, eh bien je vais pouvoir déjà rapidement identifier les 2-3 commits fautifs, potentiellement fautifs, parmi peut-être une vingtaine de commits qui n'allaient pas du tout toucher au code qui m'intéresse. Alors, quelques exemples. Un commit git commit-m I made some changes lol est évidemment une mauvaise pratique, et ça n'informe en rien sur ce qui a été fait dans la version qui vient d'être créée. Git commit-m change graph implementation est déjà beaucoup mieux, puisque cela m'indique que le commit que je suis en train de voir a changé la façon dont étaient implémentés les graphes dans mon projet. Un très bon exemple va être git commit-m refactoring graph based on 2D matrices instead of lists. Là, je sais précisément que ce commit contient du code qui a permis de changer la structure des graphes pour qu'elle utilise des matrices à 2 dimensions, alors qu'auparavant, elle utilisait un système de listes. Donc là, j'ai beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe dans mon code. Ne committez pas et ne pushez surtout pas du code contenant du warning ou des erreurs. Vos collègues qui travaillent sur un projet n'ont pas besoin de récupérer vos erreurs en plus des leurs. D'accord? Quand on écrit du code, on va forcément créer des warnings. C'est déjà assez difficile de résoudre ses propres warnings. On n'a pas du tout besoin qu'un autre collègue qui travaille sur le projet vienne rajouter les siens en plus dessus. Donc, avant de committer du code, avant de pusher du code, vérifiez absolument que votre code compile sans warning et sans erreur. Les warnings, ça a tendance à s'accumuler très rapidement si on n'y fait pas attention, et ça va polluer le processus de compilation du projet. Donc ne pushez jamais un code qui a des erreurs de compilation ou des warnings. Cependant, il est tout à fait possible de pusher ou de committer du code qui est buggé. Si dans les commentaires de commit ou dans les commentaires du code, vous identifiez les endroits où vous avez des commits, cela n'est pas des bugs, cela n'est pas gênant. Les collègues qui vont pouvoir récupérer le travail vont voir qu'un code est connu comme étant buggé, et si le bug les dérange, ils vont pouvoir le résoudre. Cela n'entrave pas le processus de compilation, c'est juste un bug, et s'il est connu lorsqu'on push le code, eh bien la seule chose à faire, c'est d'absolument le documenter si c'est pas urgent de résoudre ce bug. Conseil numéro 4, réfléchissez-y à 2 fois avant de committer des fichiers binaires. Git est principalement fait pour versionner des fichiers texte. Il est tout à fait possible de versionner des images ou des fichiers binaires tels que des exécutables, mais de manière générale, il faut se poser la question avant de faire un git add un fichier binaire ou une image, il faut se poser la question, est-ce que ce fichier peut être reconstruit à partir des autres fichiers disponibles dans mon projet? Typiquement, un .exe, donc un exécutable, ou un .o, qui est issu du processus de compilation, ce sont 2 fichiers binaires qui sont issus du processus de compilation. C'est-à-dire, je prends mon .c, je le compile, ça me donne un .o. Il est donc parfaitement inutile de pousser ou de committer un .o dans mon projet Git, puisque les personnes qui voudraient le récupérer, elles n'ont qu'à récupérer le code et à le recompiler elles-mêmes. Et donc c'est pour ça qu'on ne va jamais pusher des .o ou des .exe sur un projet Git, c'est une mauvaise pratique. De la même manière, des librairies externes, par exemple des librairies graphiques dont on peut avoir besoin pour un projet, eh bien nous allons pareil éviter de les pusher sur le repository. À la place, il vaut mieux pusher un fichier texte qui va expliquer comment installer la librairie. Pourquoi on ne va pas aller prendre une librairie et la pusher sur notre propre serveur? Eh bien tout simplement parce que les librairies externes que l'on utilise dans un projet de programmation, elles peuvent être amenées à évoluer. Et donc si on a copié une librairie externe et qu'on a pushé ces binaires dans notre code, eh bien cela va être problématique puisque cela va avoir tendance à ne pas évoluer avec éventuellement des évolutions de cette librairie qui pourraient arriver par ailleurs. Donc les binaires, on évite de les pusher. En revanche,
En revanche, il est tout à fait possible de pusher des images qui sont nécessaires au fonctionnement du programme. Par exemple, si vous avez dans un jeu avec des graphismes en 2 dimensions besoin de sprites, c'est-à-dire d'images de votre personnage quand il bouge à l'écran, eh bien ces images-là, évidemment, elles font partie de votre projet, elles ne peuvent pas être régénérées à partir du code C de votre projet, donc ces images-là, il va falloir effectivement les pusher sur votre repository. Réfléchissez-y à 2 fois avant de committer des fichiers tout court. Effectivement, certains fichiers n'ont pas besoin d'être pushés. Par exemple, lorsque vous créez un projet Git et que vous avez de la documentation dans ce projet, qui est par exemple sous forme de commentaires dans votre code C, commentaires d'Oxygène, il est possible à partir de ces commentaires d'Oxygène de générer des pages HTML de documentation pour votre code. Eh bien, ces pages HTML, elles peuvent être générées à partir de votre code, donc il n'est pas nécessaire de pusher ces pages HTML sur votre projet. Pour éviter de pousser des fichiers inutilement sur le serveur, vous pouvez utiliser un système de gitignore dont vous avez la description dans les sujets de TP. Enfin, utilisez des branches. Utilisez des branches absolument dans votre processus de développement. C'est effectivement un concept qui est un petit peu compliqué à manipuler dans un premier temps, mais c'est véritablement le concept qui fait la force de Git. C'est lui qui va vous permettre très facilement et très efficacement de travailler à plusieurs sur un même projet, et même de travailler tout seul sur un projet en développant différentes idées en parallèle. Il y a un flux populaire, un workflow populaire d'utilisation de Git. Je vous ai mis dans les slides une adresse du site web qui vous le décrit en détail, mais brièvement, l'idée c'est d'avoir une branche master qui va uniquement recevoir les versions majeures, c'est-à-dire les versions que vous allez livrer au client. D'accord ? Et ensuite, vous allez avoir une branche Develop. Cette branche Develop, c'est la branche qui va accueillir des nouvelles fonctionnalités quand ces nouvelles fonctionnalités sont fonctionnelles. Et enfin, vous allez avoir des branches qui vont être créées pour chaque nouvelle fonctionnalité qui sont en cours de développement. Et donc, à chaque fois que vous allez vouloir créer une nouvelle fonctionnalité pour votre programme, ou même résoudre un bug, eh bien, vous allez créer une nouvelle branche pour cette fonctionnalité. Cette branche, elle sera issue de la branche Develop. Ce sera un fils de la branche Develop. Vous allez développer votre fonctionnalité dans cette branche en pushant, en committant plusieurs fois, et quand votre nouvelle fonctionnalité est prête, eh bien vous allez la merger dans la branche Develop. La branche Develop, c'est elle qui est utilisée pour créer des nouvelles releases dans la branche Master. C'est-à-dire qu'on va de temps en temps, par exemple tous les mois, tous les ans, ou dès qu'un certain nombre d'objectifs de développement ont été remplis, eh bien on va faire un merge de la branche Develop dans la branche Master pour que toutes les nouvelles fonctionnalités fonctionnelles, qui ont été développées, eh bien, soient mergées dans la branche master. Visuellement, voilà un peu à quoi ça peut ressembler. Vous avez la branche master qui ne contient que les versions V0, V1 et V2, donc des versions majeures qui sont livrées au client. La branche develop qui ne va contenir que des fonctionnalités qui ont terminé d'être développées, et des branches feature A, feature B, feature C, qui reçoivent les développements de nouvelles fonctionnalités et qui ne sont remergées, réintégrées à la branche master que quand le développement de ces branches, de ces nouvelles features est fini. La dernière guideline que je ne devrais pas vous donner, c'est n'utilisez pas "-f" quand vous faites des commandes avec le remote repository. Donc typiquement, quand vous faites un git push, ne faites jamais git push "-f". Alors vous allez me dire pourquoi et qu'est-ce que c'est que "-f"? Eh bien, le "-f", c'est une option qu'on retrouve assez couramment dans les commandes Linux. C'est une commande qui permet de forcer quelque chose. Et typiquement, si je fais un git push de local repository que j'ai représenté à l'écran vers le remote repository que j'ai présenté à l'écran, on a déjà vu dans les slides que ce serait interdit. Je ne peux pas faire de push de ce local repository vers ce remote repository, puisque ça reviendrait à remplacer le commit D par le commit E, puisque là je n'ai qu'une seule branche, et dans une branche donnée, un commit par an ne peut avoir qu'un seul fils. Donc là je ne peux pas faire de push puisque le commit D disparaîtrait. Si je fais git push-f, eh bien je vais quand même pouvoir pusher ma branche, et ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, dans le remote repository, le commit E va prendre la place du commit D, et le commit D ne sera plus référencé par personne et va donc disparaître. Et donc, je vais
en pratique, faire supprimer un commit du remote repository, ce qui normalement ne devrait jamais arriver. Le remote repository est partagé entre tous les utilisateurs. Normalement, une fois qu'un commit y a été pushé, il ne devrait plus jamais en disparaître. Donc, git push-f, ne le faites pas. De manière générale, c'est impossible de le faire, tout simplement parce qu'il y a des protections sur les serveurs qui hébergent les remote repositories qui vous empêchent par défaut, quand vous n'avez les droits que de développeur et quand vous n'avez pas les droits d'administrateur, eh bien cela vous empêche de faire du git push-f. Voilà qui termine le contenu de ce cours. Les prochaines slides vous présentent des supports graphiques pour des questions qui sont disponibles sur Moodle. Comme je l'ai déjà dit dans l'introduction à ce cours, il n'y a aucune obligation à faire ce QCM qui se trouve sur Moodle. Ce QCM n'est absolument pas noté, mais je vous incite très fortement à faire ce QCM après les TP ou après l'ensemble des vidéos du cours. Cela vous permettra d'approfondir votre connaissance de Git et de son fonctionnement. Ces questions sont volontairement difficiles, c'est-à-dire que vous ferez des erreurs en y répondant, mais les commentaires que vous allez avoir sous les yeux quand vous vous trompez ou quand vous trouvez la bonne réponse vous aideront à comprendre pourquoi vous vous êtes trompé et pourquoi la bonne réponse est la bonne réponse et quel est le fonctionnement de Git qu'il y a derrière qui permet de trouver cette bonne réponse. Et pour terminer, nous arrivons aux références. Ce sont différentes références que vous pouvez utiliser si vous voulez approfondir le cours sur Git. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous retrouverai pour les séances de TP sur le sujet de Git.